Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez? On va s'écraser! Si ça te va, on va parler un peu de ton métier, de ton parcours, des challenges que ça représente et puis un peu après à la fin de dessins animés. Parfait, allons-y. Au revoir. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Est-ce que tu voulais être comédien, Ah. très jeune, très tôt? Alors, comment ça s'est passé? Moi, mon père était comédien. OK. D'une toute autre génération, il était né en 1907, donc c'est la génération Jean Vilar. Il m'a eu très tard. Et mon père a fini sa carrière, les 20-25 dernières années de sa vie, il était à la Comédie Française. Alors, si je dois tout dire, mon père, que j'adorais, hein, était un homme très difficile à vivre, très comédien, un peu cabot. Et donc, dans ma jeunesse, j'ai un peu associé le fait d'être comédien à être un peu connard. Et parce que mon père, c'était le genre à rentrer dans un restaurant, et, bonjour messieurs, dames, parce qu'il avait envie qu'on le reconnaisse, parce que comme il faisait beaucoup de télé, les gens se retournaient avec cette grosse voix, ils disaient, ah, mais je connais ce monsieur, voilà, bon, très bien. Alors que moi, en tant que petit garçon, j'avais envie de dire, mais tu vas te taire, nous laisser tranquille. J'avais envie de me mettre sous la table. Et donc, mon premier rêve à moi, c'est de devenir réalisateur. Ça m'arrive vers l'âge de 16 ans, c'est très fort. 18 ans, je deviens papa. Je fais quelques études d'anglais. Je fais 2 ans un doc d'anglais. Et très vite, je suis devenu assistant monteur. Où je gagnais pas grand-chose, mais où au moins j'apprenais mon métier. J'ai fait des courts-métrages en tant que réalisateur. Et en tant que monteur, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et le monteur avec qui je travaillais faisait pas mal de doublage. Donc, il m'a formé au premier métier du doublage qui s'appelle la détection. Donc, j'ai gagné ma vie comme ça pendant 4-5 ans en faisant de la détection et en écrivant des textes de dessins animés. Ah! Et, ensuite, vers 23 ans, une nuit d'insomnie, je me suis rendu compte que je voulais devenir comédien. C'était très fort. Je suis rentré dans un cours où je suis resté 2 ans sur 3. Et j'ai attaqué ma carrière de comédien tout de suite. Euh, j'ai eu pas mal de chance. Mon père ne m'a pas aidé, mais j'ai travaillé assez vite. Et en parallèle, je pouvais, étant donné que en tant que technicien de doublage, je connaissais tous les chefs de plateau de Paris. Je leur ai dit, ben voilà, ben moi j'étais détecteur, hein, maintenant je suis comédien, est-ce que tu veux m'essayer? Donc j'ai commencé à travailler en doublage, donc j'ai toujours en parallèle fait du doublage et du théâtre et des tournages pas énormément, mais enfin quand même une quinzaine, une vingtaine, mais beaucoup de théâtre et donc beaucoup de doublage. Et puis après les choses se sont enchaînées. Mais du coup, comment vous êtes devenu cette voix si populaire Ah, dans le monde du cinéma français? C'était un choix? euh, au début j'ai un peu freiné parce que j'avais un peu peur que le doublage m'enferme. Donc j'ai Ouais. un peu freiné, j'ai refusé pas mal de choses. Et puis petit à petit, j'ai mieux accepté. Petit à petit, surtout, je me suis rendu compte que c'était un complément extraordinaire. C'était un training fantastique, le doublage. Ouais. Euh, ben, comment, petit à petit, moi j'avais cette chance de très bien connaître la technique. Donc, j'ai jamais eu le problème d'être synchrone à l'image. Je lis parfaitement en place, je suis synchrone et j'ai une aisance avec le texte. J'aime beaucoup le texte, j'écris beaucoup aussi, donc j'ai cette aisance de pouvoir changer les textes très facilement, comme ça, à brûle pour point.
ce qui est pas mal parce que les auteurs soit ne sont pas assez talentueux, soit n'ont pas assez de temps. Et c'est un des problèmes qu'on a en doublage, c'est que parfois on a des textes qui ne sont pas très 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 bons. Et quand on n'a pas un texte très bon, on ne peut pas être très bon. Oui. Tout est basé sur le texte dans la comédie. Donc, je pense que j'avais une certaine habileté. J'espère quand même des talents de comédiens qui ont plu aux gens. Et petit à petit, on fait de plus en plus de choses, on nous confie des rôles de plus en plus importants. Et puis, on a la chance de doubler une série qui va être connue. J'ai rêvé ou elle vient de me traiter de reste? Notre souci, c'est que l'agresseur de Julie est toujours dans la nature, alors c'est à nous de veiller les uns sur les autres. Et c'est là que le comité de surveillance de quartier intervient. Exagère, j'ai seulement dit qu'on pouvait faire quelque chose pour tes vergetures. 8 mois de séance pour rien. Je savais bien que t'étais pas une flèche, mais de là à épouser cet abruti... Et puis de rentrer un peu dans votre voix rentre dans la tête des gens petit à petit, et puis Aujourd'hui, tu fais que de la voix off ou ça t'arrive encore de tourner Alors, j'étais absolument persuadé que j'allais tourner cet été, mais bon, là maintenant tout est par terre. Non, j'ai toujours beaucoup de théâtre. Il y a, beaucoup de théâtre. J'ai monté une pièce que j'ai jouée 2 saisons à Paris, un spectacle très personnel que j'ai joué 2 saisons à Paris en 2017 et 2018, puis quelques représentations en 2019. Monter sur scène. Pourquoi avoir ce besoin de s'exposer comme ça, de prendre ce risque-là? Donc toujours le plus de théâtre possible. J'aime beaucoup tourner, mais je ne suis pas très très heureux avec les productions françaises. J'y trouve pas ma place. Je lèche pas les bonnes chaussures et je sais pas le faire. Et j'aime pas beaucoup ce qu'ils font. Donc c'est vrai que c'est très difficile de tourner si on n'a pas les dents acérées. Et moi, leur truc, en général, c'est vrai que je suis un peu réticent. Alors, c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle je ne tourne pas, mais je crois que c'est la principale. C'est que, enfin, je tourne pas. Oui. En tout cas, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné. Et puis, alors en ce moment, je veux dire, la crise est tellement forte, on s'en est pris tellement plein la figure que là, il n'y a plus que le doublage qui marche. Il y a quelques tournages qui sont repartis. Les productions sont par terre. Je ne sais pas comment on va recommencer à faire des choses en France. Le théâtre, c'est la catastrophe. Ça ne va pas reprendre avant septembre. Il va y avoir que des choses très commerciales. Les petites salles, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, j'ai le doublage. Je fais plein de choses qui m'amusent beaucoup. J'adore ça en ce moment. Et en plus, on est protégé par une convention collective où, à l'inverse de tous les autres métiers de la comédie, on a des salaires tout à fait décents, voire même très bons si on a des gros rôles. Alors que cinéma, télé, tout ça, on n'a pas été protégé. Et de gouvernement après gouvernement, et surtout les gouvernements de gauche, ont fait que maintenant, parfois, on est payé des choses, c'est ridicule pour tourner ou pour être au théâtre. Voilà, la pièce que j'ai montée il y a 2 ans, bon, je suis le producteur, c'est moi qui l'ai écrit, bon, c'est normal que je prenne, mais évidemment, j'ai joué 120 fois et j'ai pas perdu trop d'argent. Voilà, mais en gagner, impossible. Absolument impossible. Mais c'est drôle parce que moi, quand je voulais être comédien, du coup, je trouvais que la voix, c'était la chose la plus difficile à trouver. Et je trouve que c'est là où c'est pas méchant, mais c'est là où on reconnaît un bon comédien, je trouve, d'un mauvais comédien. Parce que je trouve que d'être expressif avec son visage, etc., bon, ça s'apprend et tout, mais c'est beaucoup plus simple. Et à partir du moment où on y met de la voix, moi quand j'étais petit, j'étais un fan, par exemple, de Jean Gabin, Lino Ventura, etc. Et c'est des mecs qui avaient quand même des voix très, très fortes, quoi. Julie est très forte, oui. Et même Jean Reno, dans une interview, avait je sais plus dans quel contexte, mais il expliquait que je crois que c'est au Japon, les gens essayaient un peu de lui ressembler, et d'un seul coup, il dit,
Et ils se mettent à parler. Alors ils se laissent la barbe, ils mettent des petites lunettes, ils essaient de parler avec la voix un peu profonde comme ça. Et il prend une voix, et c'est plus du tout la même personne. Et c'est là, et je m'étais dit, ouf. Et j'avais essayé, j'arrivais pas à trouver une voix particulière, quelque chose. C'est un travail Alors, très, très, très compliqué. ça me paraît tout à fait vrai. Alors, comment ça procède? La voix, c'est vraiment un reflet de, alors on va pas dire de l'âme, parce qu'on va pas partir dans des conceptions religieuses, mais du psychisme. Mm. C'est le reflet de nos inhibitions et de ce qu'on est intérieurement. Plus on est libre à l'intérieur de sa tête, plus la voix va être libre. Ouais. Et plus on va pouvoir, comment dire, se balader avec elle. Hein. Alors, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit, comment dire, faut pas que ce soit un instrument de trucage. C'est toujours pareil dans la comédie, c'est que la chose qui prime, c'est la sincérité. Donc, mais on peut beaucoup s'amuser avec la voix. Et je suis habillé comme vraiment pour une interview, franchement. Enfin, bon, excusez-moi. Non, c'est ambiance Covid. C'est l'ambiance Covid. Donc oui, la voix reflète l'âme et reflète la liberté. Alors évidemment, en doublage, c'est sûr que la voix travaille beaucoup, mais pas seulement. Je veux dire, quand on double, il n'y a pas que la voix qui travaille, c'est tout le corps qui travaille, c'est toute une énergie qu'on met en place et qui se manifeste à travers la voix. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'image, ce type de comédie est passé de mode. À mon avis, c'est un grand tort. C'est passé de mode. Je trouve qu'il y a de moins en moins de grandes voix. Dans le cinéma américain, on a plus de grandes voix. Les acteurs les voix sont beaucoup plus présentes et mises en valeur. Dans le cinéma français, il y a un petit côté. Il y a eu toute cette période. On voulait des comédiens timides, on voulait des comédiens naturels, des comédiens qui ne parlent pas, des comédiens qui disent. Donc, ça s'est un petit peu perdu à l'image. Et puis en plus, je trouve qu'on ne choisit pas les bons comédiens et on a pas mal de comédiens qui sont très inhibés, donc qui n'ont pas des voix formidables. Ce qui n'est pas du tout le cas des acteurs des années 50, 60 encore, ou même, Belmondo, Delon, tout ça, c'est des mecs qui s'assument, qui sont là, et la voix, elle est là. Bon, c'est passé de mode, ça reviendra. Parce que je crois que c'est la première des politesses, d'abord, c'est d'avoir de la projection, qu'on comprenne ce que vous dites. Dans un film français, c'est vraiment incroyable, même la bande-annonce. Rien que sur la bande-annonce, des fois, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? De quoi il parle? Je ne comprends rien. Mais c'est une espèce de mode, il croit que ça fait naturel. Moi, je crois que c'est un faux naturel. Mais donc, oui, la voix, très importante chez le comédien, à mon avis. C'est un facteur de présence extraordinaire. Mais du coup, quand tu as commencé ce métier de comédien, est-ce que tu avais des challenges? Et du coup, est-ce que ces attentes-là ont été, on va dire, réalisées? Ou est-ce qu'il y a certains points où tu n'imaginais pas ça comme ça? Alors, c'est bizarre. Moi, mon challenge premier en tant que comédien, il est spirituel. Ouais. C'est-à-dire que dès les premières fois où je suis monté sur scène dans un cours, je me suis rendu compte qu'être comédien, c'était une responsabilité. Je m'explique. Jouer la comédie, ça met en évidence, ça titille l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet ego? Est-ce qu'on reste avec et qu'on se dit, ouais, je monte sur scène, je suis au cinéma, oh, est-ce que je suis beau, oh, est-ce que je suis intelligent, oh, je vais me faire plein de nanas, oh, je vais manger gratuitement au restaurant, oh, je vais avoir ma gueule sur Télé 7 jours, qui n'existe plus, mais bon. Je vais être dans les médias, je vais aller chez Hanouna. Alors, soit il y a ça, c'est un moteur,
c'est un moteur faible, mais c'est un moteur puissant dans notre société. Les gens qui ont ça, ils réussissent bien, en général, parce que beaucoup de gens sont comme ça. Dans les médias, les gens sont comme ça. On aime les gens qui ont les dents longues. Mais bon, bref. Après, je suis pas sûr et certain que ces gens-là soient très très heureux. C'est un piège terrible. J'en connais plein qui sont comme ça. Ils sont souvent en représentation. Quand ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est leur choix. Ils veulent être comme ça. Tant pis. Bon. Moi, j'avoue que peut-être parce que j'avais un père un peu cabot, puis je connaissais assez bien ce métier déjà, parce que Oui, bah oui. voilà, j'ai grandi en voyant répéter Adjani, Huster, les gens du français, en allant sur des tournages, en voyant bien le petit manège des comédiens. Et quand je suis monté sur scène, je me suis dit non, c'est pas ça être comédien. Être comédien, c'est au contraire se dépouiller de son ego pour être au service d'une histoire, d'un message, d'un metteur en scène, d'une esthétique, de s'oublier. C'est très important. Donc ça, c'est un travail qui est long, qui est difficile. Ouais, c'est difficile. Mais je crois que j'y suis arrivé. Alors j'ai toujours un ego, hein, ça c'est certain, mais il n'est pas vraiment moteur. Moi, mon moteur, c'est le travail, la pièce, le texte, l'auteur, la précision de jeu, le lâcher prise, Ça Donc, t'arrive des fois de regarder un film que par exemple t'as doublé ou alors une pièce que t'as joué et tu te dis ah putain j'ai pas été bon. oui, oui, pas souvent. Je vais être honnête, mais ça m'arrive. C'est bien. Oui, c'est bien d'être en cohérence, mais ça m'arrive. Moi personnellement dans tous les doublages que j'ai entendus de toi je me suis jamais dit oh putain il a merdé sur ce coup-là. Alors écoute, ça m'est arrivé en doublage, par exemple. Ça arrive quand on double un comédien qui ne vous va pas. Ouais. On est mal distribué. Moi, j'avoue, j'ai l'impression que je peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, m'adapter à beaucoup de contraintes, et de plus en plus d'ailleurs. Mais il y a des fois, il y a des alchimies qui ne se font pas. Ou il y a une alchimie qui ne se font pas avec le comédien et qui ne se fait pas avec le directeur de plateau. Ces indications, plus le comédien à l'écran, plus le texte, plus le sujet, on va tellement vite qu'on n'arrive pas à faire la synthèse et on n'arrive pas à être bien. Parce que t'es pas la voix off officielle de quelqu'un. Il n'y a plus d'officiel maintenant. Hein. Il y a un peu au cinéma, quelques-unes. Il y avait une grande voix officielle qui vient de nous quitter, c'est Patrick Poivet. Ouais. Sur Bruce Willis. Ouais. C'est type adorable, bon, qui nous a quittés. Mais même lui, il a été remplacé 2-3 fois. Il a fait presque tous les Bruce Willis, mais il y a quelques personnes prétentieuses ou qui ne voulaient pas payer Ouais. qui sont remplacées. Mais d'ailleurs, t'as tourné avec lui dans Desperate Housewives parce que si ma mémoire est bonne, il doublait Orson. Il me semble que c'était cette voix-là, Patrick Poivet. Oui, tout à fait. La police, ma femme me retient en otage. Eh oui, bienvenue au club. C'était Poivet qui doublait, oui. Oui, bah écoute, je le connaissais depuis longtemps. On n'était pas très proches, mais moi je l'aimais beaucoup. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, enfin, ouais, un certain nombre de fois quand même, il avait l'air aussi de m'aimer beaucoup. Tant mieux, j'en suis ravi. C'était un type charmant, drôle, espiègle, un petit parisien vraiment amusant, gentil, qui se laissait pas faire par les imbéciles. Déjà, il a une voix très, très atypique. Oh bah oui, il avait une voix très très atypique. Hein. Ouais, il avait le côté titi parisien comme ça, il avait ce petit truc un peu. Il avait rajouté une folie à Bruce Willis. Il était très proche vocalement de Bruce Willis, mais il avait rajouté une petite folie. C'est un peu du doublage, c'est un peu le doublage à l'ancienne qui est mort avec Bruce Willis, avec Poivet. Parce que Poivet, il est arrivé, il a rencontré Bruce Willis pour Moonlighting dans les années 80. À une époque, on était beaucoup plus libre en doublage. On était beaucoup plus libre, on pouvait faire des choses, des fois il y avait des excès, hein, mais on pouvait beaucoup plus s'amuser avec les personnages. Maintenant, on exige que ce soit très proche, le plus proche possible de l'original, pour que ce soit bon. Ouais. Dans certains cas, c'est vraiment dommage, parce que dans le cas de Poivet, je trouve que moi j'ai la chance d'être bilingue, donc je vois les films dans les deux langues.
Je trouve que Poivert rajoute quelque chose, rajoute un humour, une touche de légèreté à Bruce Willis que Bruce Willis n'a pas en original. Bruce Willis, il est très sobre. Et il très s'est sérieux. approprié le truc, en fait. Voilà, il s'est approprié la chose et, Mais il y a des gens comme ça, moi, il y a des. Bon, après, c'est peut-être parce que la première fois, je les ai regardés en français. Mais par moment, je vais regarder un film en anglais en français, pardon, et je vais dire, putain, c'est horrible. Et je vais le regarder en anglais, ça va pas être la même chose. Mais il y a des films, notamment beaucoup dans les films d'animation. Je regardais étant petit, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, etc. Et quand je regarde en anglais, je me dis, putain, c'est pas Le Livre de la Jungle. Faut que je regarde en français. on est d'accord. On est d'accord. Alors, pour ce qui est du dessin animé, moi je trouve que les acteurs français ont plus de liberté que les acteurs américains. Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est parce que les acteurs américains, on leur demande de faire la bande son avant que l'image existe. Ah, oh la vache, c'est dur ça. Alors, euh, parfois, ils sont un peu trop plats. Il se passe aussi qu'aux États-Unis, euh, et, souvent, ils ne prennent pas les meilleurs pour la voix. Ils ne prennent pas les meilleurs comédiens. Donc, on a des acteurs qui sont assez plats. Euh, et puis, et quand ils doublent, je sais pas, moi je trouve que c'est moins fort, c'est moins typé, Ça dépend parce que Le Roi Lion, qui est mon. Ça, c'est marrant, en plus, j'ai la... j'ai la tasse. Le ouais. Roi Lion, qui est mon. Vraiment, c'est le tout premier film d'animation que j'ai regardé, tout premier, peut-être film d'ailleurs. Et je peux pas le regarder en anglais. Et cet été, enfin l'été dernier, j'étais aux États-Unis et il était au cinéma, donc on est allé le voir et j'ai adoré. J'ai voulu le regarder en français et je me suis dit putain mais merde quoi. Déjà, moi je suis un fan inconditionnel de Jean Reno, mais ce que j'aimais dans Le Roi Lion, c'est que Jean Reno, il incarnait la paternité, etc. Et là, on a l'impression que c'est l'arrière-grand-père de Simba qui parle et ça m'a. Et je trouve que le choix des comédiens a vraiment été mauvais. Écoute, je peux rien dire. Je t'avoue que je suis pas un grand fan de Jean Reno, mais maintenant dans les films de prestige, dans les grands films de prestige, Walt Disney, la mode, c'est de prendre des gens qui sont connus à l'image. Alors, ils le font aussi aux États-Unis. Je me souviens d'un film qui s'appelait Four Mies, Ants en anglais. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais alors là-dedans, il y avait Stallone, il y avait Sharon Stone, il y avait Woody Allen, il y avait, bon, bref, de formidables comédiens. Et donc, on a pris leurs voix françaises, qui sont souvent très bonnes. Euh, et ça a donné un résultat qui était pas mal. Mais euh, c'est pas parce qu'un comédien est très très bon au cinéma qu'il va avoir la même liberté au micro. Et alors, deuxième chose, donc les films gros budget d'animation, euh, maintenant on vous met n'importe qui dessus, du moment qu'il est un petit peu connu. Alors, enfin, on prend tout un tas d'acteurs pour permettre, si tu veux, pour permettre que. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y en a plein que je trouve vraiment pas bons, mais vraiment pas bons. Mais donc, on les prend eux parce qu'on sait qu'ils vont passer chez Hanouna. Alors, dans leur contrat, ils ne sont pas payés sur le budget artistique, ils sont payés sur le budget pub. C'est pour ça qu'ils sont payés beaucoup plus que nous. Ils sont payés sur le budget pub. Et alors, il y a, alors vous avez tant de jours d'enregistrement à tel prix ou tel forfait. Hein, et puis, vous engagez à faire 2 ou 3 émissions télé où vous allez parler du dessin animé. Ah, mais je comprends mieux pourquoi il y a autant de gens chez Hanouna. Je me demandais toujours, mais pourquoi les comédiens vont là-bas? Bah, oui, oui, ils vont là-bas parce que c'est par contrat. Ah, C'est pour ça ouais, je pensais qu'ils pas. peuvent faire. Et alors, c'est comme ça qu'on se retrouve parfois. Alors, des fois, on va nous prendre le rappeur du coin, le blogueur. Il y a même David Douillet qui a fait, je me souviens qu'il avait fait dans les trois ours, les frères ours, c'est ça? Ah oui, oui, peut-être, oui. Ouais, les frères ours, les frères ours, ouais.
je crois, quelque chose Frère, comme ça, frère. qui avait fait un personnage. C'était abominable. Abominable. Et en plus, cet idiot, enfin, sur ce coup-là, vraiment, cet idiot, il va à la télé. Euh, Moi, je vois le film avec mes enfants, qui étaient tout petits. Je vois le film, déjà, il y avait. Qui aussi là-dedans? Il y avait Vincent Cassel, un peu mou, je trouve, qui faisait le tigre. Ah non, mais non, Vincent Cassel, il est dans l'âge de glace. Enfin, bon, bref, mais il était Ouais, aussi dans. ouais. Je pense. Enfin, bon, bref, il y avait plein de trucs qui étaient un peu mou, vraiment mou du genou, quoi. Puis d'un seul coup, un truc, mais inécoutable, quoi. Inécoutable. Mais qui a fait ça? Et j'apprends, je rencontre un technicien, j'apprends que c'était David Douillet, le judoka ministre. Abominable. Et je vois ce mec à la télé, et donc par contrat, on dit ah, vous avez fait une voix dans les Frères Ours. On dit oui, oui. Il dit ah, c'est pas facile, hein, mais au bout d'une heure, on s'y fait. Au bout d'une heure. Alors lui, il n'est pas comédien, il n'a jamais fait de doublage. Il lui faut une heure. Une heure pour faire quelque chose d'inécoutable. C'est pas vrai, il n'a pas mis une heure. Au bout d'une heure, il a cru qu'il était bien. Et puis, en fait, il a mis des heures et des heures. Et après, il faut stretcher, faut trafiquer. Ces gens font perdre à l'enregistrement, font perdre un temps fou. Il y a une autre nana, je ne vais pas la citer parce que bon bref, mais très connue aussi qui avait fait quelque chose, qui était venue à la télé et dit ouais, je me suis bien amusé là-dessus. Moi j'ai rencontré l'ingénieur du son qui l'a enregistré. Il m'a dit elle a fait en 3 semaines ce qu'une bonne comédienne aurait fait en une matinée. Putain. Il a fallu 3 semaines et trifouiller dans tous les sens. Elle comprenait rien, elle n'était pas synchrone, elle n'avait pas les intentions, elle n'était pas drôle. Mais Ah, bon, c'est comme après, ça. moi j'ai regardé là Cars il y a 2-3 jours. Ouais. Et dedans, il y a le personnage Ferrari qui est doublé par Michael Schumacher, mais il a 2 phrases. Hi, Lightning McQueen told me this was the best place in the world to get tires. How about setting me and my friends up with 3 or 4 sets each? Et j'ai Michael trouvé ça Schumacher, excellent. avant son accident? Ah oui, c'est 2006, hein, Cars. Ah, d'accord. Et quand il arrive, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, et ça ressemble quand même beaucoup. Et j'ai regardé à la fin dans le générique, Michael Schumacher. Et j'ai trouvé ça super drôle. Oui, ça, c'est amusant, on comprend très bien. Mais là, on parle d'une immense star de l'époque. Je veux dire, Bah oui. ça a un sens. Mais au niveau des budgets, ça a dû être quelque chose. Ouais, mais J'avoue. après, je pense que Pixar, au niveau du budget. Ah, remarque, je sais pas si s'il fait la voix dans l'original, parce que bon, aux États-Unis, je suis pas sûr que Michael Schumacher, ça parle beaucoup. Je sais pas s'ils sont très Formule 1 là-bas. Non, 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 non. C'est vrai. Donc, je sais pas si Michael Schumacher a doublé. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des comédiens que tu as doublés? Très, très rarement. Attends, que je te dise pas de bêtises. Non. Non, jamais. Je me souviens il y a plusieurs années, j'avais doublé Johnny Depp dans Choisi par lui, qui m'avait fait très plaisir. Dans son C'est vrai? film, ouais, il avait fait un film qui s'appelle The Brave, qui était pas mal du tout, qui était un film sur la condition indienne aux États-Unis. Et il s'était vraiment engagé à venir nous voir. Et puis en plus, comme il vivait à Paris, et puis je sais pas, il y a un tournage qui est tombé, quelque chose, donc il n'est jamais venu. Rencontrer des acteurs que je doublais, non, j'ai pas eu cette chance. C'est arrivé à pas mal de mes copains, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça t'énerve ou au contraire, ça te flatte si par exemple, on dit ah bah tiens, c'est la voix de Mike Delfino, ah bah tiens, c'est la voix de Johnny Depp, plutôt que de dire ah bah tiens, c'est Arnaud Arbessier par exemple. Non, ça me gêne pas du tout. Non, non, ça me gêne pas du tout. Ça me va très bien. Écoute, j'ai confiance en moi, je sais ce que je suis capable de faire. Si je suis pas connu à l'image, eh ben, c'est ma responsabilité, j'assume. Et non, je trouve ça amusant. Non, c'est plutôt agréable. Et des fois, on a des surprises tellement
étonnante. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Belgique. Je me retrouve à la gare du Midi à Bruxelles et je vais au tabac et je dis bonjour monsieur, je voudrais un paquet de fleurs du pays, s'il vous plaît. Et le mec me regarde, il me fait c'est vous qui faites la voix de Sawyer dans Lost, puis aussi vous êtes dans Desperate Housewives, faites Mike Delfino, et puis je dis ah non, vous avez une putain d'oreille vous hein. Ouais. Il me dit, ah ouais, je suis pas mauvais, mais incroyable, je veux dire j'avais dit 4 mots. Donc et j'ai trouvé ça très amusant et non ça m'embête pas du tout, c'est même plutôt agréable et il faut avoir conscience qu'à Paris, il y a pas mal de gens qui regardent en VO, et encore, il y en a pas mal qui regardent en VF. Et c'est vrai que nos voix ont une importance pour les gens. Moi, je pense pas que moi je serais capable, si je ne savais pas à quoi vous ressemblez, de dire tiens, est-ce que vous avez fait. Mais par contre, dans n'importe quel film, je reconnais tout de suite Ah oui, le temps. la Oui, voix, oui. tiens, tout de suite. Après, avec mon petit frère, on regardait Desperate Housewives matin, midi et soir. Et même, vous avez fait pas mal de pubs. Enfin, tu as fait pas mal de pubs, pardon. Oui, depuis quelques années, j'ai fait un petit peu de pub Et des jeux vidéo. et des jeux vidéo de plus en plus. Pas le temps de penser mes plaies. La révolution n'attend pas. C'est le moment. Éliminez-les tous. Bon, si tu m'en disais un peu plus sur la Terre promise. Ce qui est encore une autre technique, une autre façon de faire. Mais ouais, de plus en plus, et j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. C'est plus difficile les jeux vidéo parce qu'on n'a pas d'image en général pour nous soutenir. On travaille juste sur des répliques. On a la version américaine qu'on entend vraiment sur. Et c'est plus difficile. Enfin, je trouve qu'il y a une plus grande responsabilité en plus parce que souvent, ce sont des répliques que les joueurs vont entendre plusieurs fois. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur d'être le plus juste possible parce que je me dis, ils vont avoir ça dans les oreilles, ça va être répété. Et si on n'est pas juste, ça peut vraiment être gonflant pour un joueur. Donc, mais c'est une technique très particulière où on est un peu dans le vide. Parfois même le mec qui vous dirige, il n'a pas vu le jeu vidéo, il manque d'informations. Donc c'est un peu spécial le jeu vidéo, mais c'est très agréable. On va parler un peu de dessin animé. Ouais. Quel est ton dessin animé préféré en tant que spectateur. Je trouvais le mot. J'allais dire amateur, mais c'était pas du tout ce mot-là. Alors écoute, niveau dessin animé, moi tout ce qui est relativement récent sur grand écran, ça m'intéresse moyennement. Mais parce que t'as pas d'enfant de l'âge ou parce que ça t'intéresse pas tout court? Bah oui, maintenant mes plus grands ont 22 ans, donc ça fait quand même des années qu'ils vont plus voir les dessins animés. Ou que je les emmène pas, s'ils y vont. Mais je suis pas très, je suis pas très amoureux des productions Disney, de leur comédie musicale. Je suis pas un fan de la comédie musicale. Moi, j'aime le rock. Alors, la comédie musicale, c'est un peu variétoche pour moi. Ces chansons me plaisent pas vraiment. Je trouve que les voix sont trop clean. Ça manque de rock, quoi. Donc, c'est pas mon truc. Mais quand t'étais petit. Quand j'étais petit, tous les grands classiques, j'ai vu pas mal des grands classiques Walt Disney. Ouais. Donc évidemment, le Livre de la jungle, Bambi, Livre de la jungle au niveau des voix et des chansons, je sais que c'est quand même pas mal. Ah, c'est un peu plus rock déjà. C'est un peu plus rock, c'est un peu plus débridé. Sinon, non, je serais plus, je suis plus attiré par les grandes séries qu'ils font maintenant à la télévision. Simpsons, c'est quand même assez remarquable.
Même American Dad, c'est quand même pas mal du tout. Euh, et le troisième que je voulais citer, ben mince alors, South Park. South Park. J'ai fait une fois, j'ai enregistré dans South Park. Mais moi, j'aime bien ce côté, j'aime bien ces nouveaux dessins animés Ouais. trashy pour les adultes. Ouais, puis c'est pas politiquement correct. Exactement. Euh, et c'est quand même très très amusant. Il y en a aussi un, j'ai fait une intervention, une petite intervention sur un dessin animé d'après une série qui s'appelle Trailer Park. Où c'est pareil, c'est délirant. Et là, au niveau de la voix, on peut s'amuser vraiment parce que les personnages ont parfois des gueules incroyables, les dents de travers. Vraiment, ils sont très drôles, très trash, donc on peut vraiment s'amuser. Et moi, je trouve que cette nouvelle génération de dessins animés est vraiment est très intéressante. Après, Et il y a beaucoup de mangas animés. J'ai l'impression que c'est. Bon, il y a eu Dragon Ball Z, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. c'est possible. Alors, moi, j'en ai fait très peu. J'en ai fait un qui est resté assez connu. Des fois, on m'invite encore dans les festivals ou dans les conventions parce que j'avais fait les guerres de Lodos Ouais. très longtemps. Mais alors, j'en fais très très peu. Et moi, je dois t'avouer que l'animation japonaise, pas mon truc. J'aime Non, pas. moi non plus. J'aime pas. Je trouve ça moche. Il y a des longs métrages qui sont très intéressants, très poétiques, très. C'est mieux. Mais le tout venant du manga, l'image m'intéresse pas, les thèmes m'intéressent pas. Euh, J'en ai fait un sur la musique il n'y a pas si longtemps était pas mal, mais quand même, j'aime pas le design. J'aime pas du tout le design. Ça me plaît pas du tout. Non, moi non plus. Et est-ce qu'il y a un personnage, mais pas forcément Disney, hein, c'est vraiment dans l'animation, un personnage qui te fascinait ou qui t'a marqué? Fasciné, marqué. Par exemple, j'étais. Ouais. Je sais pas si. Non, je pense pas que je pourrais dire fasciné, mais j'avais une sorte d'admiration pour Shere Khan. Ah, Parce que je trouve qu'il avait, malgré le côté méchant, il avait un côté très juste et une voix très particulière, que ce soit en français ou en anglais. ouais. Parce qu'en anglais aussi, elle est impressionnante, cette voix. Et je trouvais que il avait un côté. Après, je suis peut-être complètement barjot, mais je trouve qu'il avait un côté hyper rassurant. Ah, tu as du cran pour quelqu'un d'aussi petit. Et il y a Oui, oui. quelque chose chez Shere Khan qui me fascine. Oui, oui, je me souviens de sa voix française. Je crois que c'était. Je me demande si c'était pas Aminel, Georges Aminel. Mais je me souviens d'une voix très enveloppée, très chaleureuse, avec du grain, très, très, très jolie voix. Je ne sais plus qui fait ça. Euh, oui, 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 Shere Khan, très beau travail. Parce que Alors, Scar, qui avait été doublé par Jean Pia, je crois. ouais. Pareil, il avait une voix très particulière, etc. Mais Scar, il avait ce côté enculé quand même en plus, quoi. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Alors que Shere Khan, dans le fond, je trouve il est plus que défendable. Ouais. Même si la voix de Jean Pia était quand même, c'est pas non plus Alors, je vais, nul. je vais être. Je vais un peu tricher, mais on n'est pas dans l'animation, mais c'est exactement le même principe. Pour le travail de la voix dans ce genre-là, le truc le plus fascinant en anglais et en français, même si en français c'est plus varié parce que plusieurs comédiens l'ont fait, c'est Darth Vader. Ah ouais? Darth Vader, je trouve que c'est une création absolument extraordinaire. En anglais, c'est Earl Jones, cet acteur black Thomas Earl Jones, je crois, qu'on a vu James. assez souvent. James Earl Jones, tout à fait, qui est remarquable. Il est remarquable et je pense que c'est une des grandes clés du succès de ces films, c'est cette voix.
Mais je me demande si c'est pas lui qui fait la voix de Rafiki dans Le Roi Lion. Oh, c'est possible qu'il l'ait pris encore une fois parce qu'il est il est tellement enveloppant, il est tellement fascinant. Et en français, plusieurs l'ont fait, bizarrement, mais plusieurs sont enfin, il y en a 2 ou 3. Il a fait Mufasa. C'est Pas ça. Ok, Dark Vador. Et je trouve que c'est un travail extraordinaire et c'est vraiment très proche du dessin animé puisque le personnage n'a aucune expression et qu'en plus, évidemment, l'acteur qui a joué physiquement le personnage n'est pas James Earl Jones. James Earl Jones a travaillé Ouais. devant un écran à la bande exactement comme dans un dessin animé. Et si Sinon, tu devais incarner un personnage, pas le doubler, hein, incarner. incarner un personnage de dessin animé, Oui, de film d'animation si je devais devenir un personnage d'animation, ou de livre. Hein. ah oui, alors en libre. Écoute, écoute, j'ai pas ça se trouve une fois qu'on aura terminé cet entretien, je me dis ah bah oui, un tel. Ça me vient pas comme ça, mais j'adorerais faire un personnage dans les Simpsons ou un personnage un peu médiocre, un peu méchant Ouais. ou, ou délirant euh, ouais, je trouvais ça très agréable. Bah, les Simpsons, là-dessus, ils sont vraiment, ils sont super forts. Quoi. Ouais, ça c'est une rencontre assez incroyable. Je trouve que la version française est presque mieux que la version anglaise, elle est plus délirante. Je pense que c'est en fonction de la première fois qu'on regarde. Écoute, je suis pas sûr, parce que moi je l'ai découvert en français, parce que ça fait déjà un moment, et quand ça passait, on n'était pas en bilingue. Euh, euh, et puis je l'ai regardé en anglais après. J'ai bien écouté. Je trouve quand même que les voix françaises sont plus délirantes. Ouais. C'est plus délirant, ça va un peu plus loin. Je sais pas qui fait la famille Simpson. Alors, c'est Philippe Pétieux et sa femme Véronique Augereau. Alors Philippe Pétieux, ça me dit Et quelque chose. Qui fait Il y a, non, je confonds avec Philippe Béthune. Ah, non, Patrick Béthune, qui nous a quittés il y a une petite année maintenant. C'était la voix de... Dans 24 heures chrono. Voilà. Lâchez votre arme tout de suite! Non! Lâchez la vôtre ou je lui explose la tête! Je veux pas vous tuer, mais j'hésiterai pas à le faire. Lâchez votre arme! Vous tirerez pas, c'est trop risqué. Elle sera morte avant. Ah! Cole, détache-la! Et donc, ouais, ils ont fait cette rencontre Ils ont doublé le premier épisode, je sais pas, il y a 15-20 ans, sans savoir que ça allait devenir un truc mythique et en plus une rente extraordinaire. Parce que non seulement ils font les dessins animés presque toute l'année, ils ont les longs métrages, ils ont des contrats exceptionnels, et ils ont en plus tout le... comment ça s'appelle tu sais, tous les goodies. dérivés. Les objets dérivés avec la petite marionnette, avec... Ouais, non, vraiment. Mais tous les t-shirts, les trucs... Alors, les t-shirts, ils touchent pas, mais tout ce qui est voix, évidemment, c'est une rente pour eux absolument exceptionnelle. Je ne veux pas dire qu'ils sont devenus riches, c'est pas ça, mais à mon avis... dans tous les cas, c'est mérité. Une vraie bénédiction et un amusement sans fin. Sans fin. Parce que c'est un grand truc. Et si tu devais rendre un film d'animation obligatoire à l'école? Alors, un film d'animation obligatoire à l'école. Difficile. Bah, je trouve que de nos jours, bah, ça a pas mal vieilli, mais de nos jours, un Bambi serait pas mal parce qu'il y a la problématique de la mort.
qu'à l'époque, on squeezait un peu moins. Maintenant, la mort, on l'a vu avec la crise qu'on vient de vivre, là, la mort est devenue quelque chose d'inacceptable. Ah, c'est inacceptable, on arrête la société, des gens meurent. Oui, bah oui, des gens meurent. Euh, donc, je pense que pour les jeunes gens, c'est un film essentiel. Il y a la problématique de la chasse, du rapport à la nature. Je trouve qu'il faisait passer, enfin, je trouve qu'il faisait passer quand même plus de messages avant sans que ça fasse autant jaser. Oui, oui, oui. Puis il n'y avait pas le politiquement correct. Non. Et bon, moi j'en ai un souvenir traumatisant, mais d'un autre côté, c'est la réalité des choses. Donc je suis assez d'accord avec ça. Dans tout ce qui est plus nouveau, je trouve que maintenant on est beaucoup plus dans les dessins animés, on est beaucoup plus dans le divertissement, l'entertainment. Et puis il y a des contraintes les choses doivent être politiquement correctes. Alors, mais je suis pas un grand spécialiste parce que comme je t'ai dit, j'y vais assez peu, je suis assez peu attiré. Mais j'ai pas l'impression que les films récents aient un très grand intérêt. Un grand message. Oui, oui, j'ai peur que ce soit, quand il y a des messages, c'est des messages assez convenus. Tout le monde est à peu près d'accord. La guerre, c'est pas bien. Il faut pas être méchant. Bien sûr, bien tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a des guerres et pourquoi on est méchant. Bon, ça dépend ce qu'on met derrière récent. Ça dépend. Quelles seraient tes références à toi? Si tu me poses la question, c'est que tu y as réfléchi. Pour le rendre un film obligatoire à l'école? Ouais. Ah, il y en a plein. Il y en a plein, mais ce qui est dur, c'est de trouver un film qui traite du coup de beaucoup de sujets, ou alors vraiment d'un sujet en particulier qui pose problème. Et par exemple, j'ai regardé Baby Boss qui est sorti en 2017 et à premier abord, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais vraiment, les premiers gags étaient un peu pipi caca prout. Je mettrai pas le costume de marin. Mais si tu vas le mettre. Et en fait, ce film parle des sujets, mais de la venue d'un bébé dans une maison et comment du coup l'aîné qui avait toute l'attention sur lui ne l'a plus et comment. Donc ça, par exemple, pour ça, ce film-là, il est vraiment génial. Après, j'aime beaucoup les films. J'ai adoré Happy Feet. Le petit pingouin qui chante pas et qui tape des pieds et qui est pas comme tout le monde. Et qui son père arrête pas de lui dire mais arrête de faire ça, faut faire comme tout le monde. Arrête de faire ça, faut faire comme tout le monde. Et lui qui lui dit mais je peux pas faire ça, je sais que je suis comme ça. Et ce genre de film là, et ben là ça je les rendrais obligatoires à l'école parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, même dans les cours de récréation en CM1, CM2, il y a trop de c'est différent, t'es une merde. Oui, c'est exact. Je crois que je l'ai vu et je crois que j'en ai peu de souvenirs, mais je crois que je me revois à la fin du film en me disant pas mal. Pas mal du tout. Ouais, en effet. Après, je trouve que par exemple le Roi Lion traite la mort d'une manière très très particulière, même si le message est, je trouve, un peu moins profond que par exemple Bambi ou trucs comme ça. Mais non, vraiment, il y a énormément de films qui ont un message, incroyable. Moi, c'est ça que j'adore dans les films d'animation, c'est qu'ils sont capables d'envoyer un message aux enfants pour les faire marrer, et ils sont capables d'envoyer un message aux parents. Et c'est vraiment pas facile de faire un gag qui arrive à faire rire les enfants et qui arrive à faire rire les parents en même temps. C'est super dur. C'est vrai. Alors, il y en a peut-être un autre. Alors, moi, je pense à un film qui est presque un film d'animation, mais je vais en rejoindre un autre. Je pense à Avatar. Avatar est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est vraiment la force des ricains et de James Cameron. Mais Avatar est quand même incroyable parce que c'est le film qui a le plus commercial de tous les temps. Il a été peut-être battu il n'y a pas longtemps, mais enfin, c'est un des plus commerciaux de tous les temps. Or, ce film nous dit la civilisation, c'est de la merde. Il n'y a rien à en attendre. C'est un cul-de-sac. C'est vrai, hein.
Ah oui. C'est quand même un film qui arrive. Moi, j'ai versé une larme quand cet arbre tombe. J'ai versé une larme. Ouais. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort et c'était d'une subversion incroyable parce que on nous vend la civilisation comme chose d'extraordinaire. Vous verrez, dans le futur, on sera heureux. Non, on voit bien que la civilisation, c'est la guerre, c'est la misère, c'est les inégalités, les trucs, et ça va pas changer. C'est la civilisation, c'est comme ça. Mm. Je ne crois pas que les hommes soient faits pour vivre comme ça. Mais je l'avais vu il y a longtemps, mais quelqu'un me l'a rappelé, il faudrait que je le revoie, mais on m'a dit qu'il y avait en fait le même message dans Pocahontas. Mm. Pocahontas, c'est un film qui dit, écoutez, la vraie vie, c'est la vie en contact avec la nature. Ouais, non, mais c'est clair. Et vous sortez de ça, on passe dans autre chose. C'est passionnant parfois, parce que ça crée tellement de névroses, de malheurs, d'histoires bizarres, de folie. Donc, c'est passionnant. Mais ça ne rend personne heureux. Et la vraie joie, le vrai bonheur, c'est être en contact avec la nature. C'est ça, cette espèce de passion qu'on peut avoir avec le temps, les végétaux, les animaux, et donc, il faudra que je revoie Pocahontas. Ah oui. Oui, ça... Mais c'est ça, moi, que j'apprécie particulièrement les films d'animation. Et après, je voulais te poser une question, c'est qu'est-ce que tu penses de la critique? Alors, moi, je vais parler de la critique française parce que c'est la seule que je connais. Je lis rarement les critiques pardon, américaines, sauf quand je suis là-bas, mais les Américains ont ce côté très tout est extraordinaire. En fait, j'ai regardé la critique d'Happy Feet, mais j'ai cru que j'allais retrouver l'adresse du mec pour l'étrangler, quoi. Ah oui. Mais en fait, c'était pas constructif, c'était peut-être une phrase médiocre, nulle. J'ai jamais vu un film aussi bidon, un truc comme ça. Et je trouve que c'est. Par moment, j'ai l'impression qu'il faut faire vendre sa critique, ou je sais pas. Et que en disant que le film va être extraordinaire, et ben, cette critique va être moins lue que si on dit ah, quel film de merde. Alors, moi j'ai un point de vue assez clair là-dessus. Si j'avais été critique, ça peut être un métier intéressant. J'aurais mis un préambule à toutes mes critiques. Du genre, les lignes que vous allez lire représentent mon point de vue. Il est très particulier. Il est possible que je me trompe. Il est possible que j'ai raison. Mais de toute façon, ce qui prime, c'est l'œuvre. Et moi, je ne suis qu'un critique. Quelque chose de ce genre-là. Toute critique, j'aurais trouvé 4-5 Ouais, phrases. ouais. Bah, de toute Parce façon, que, dans la vie en général, excuse-moi, je te coupe, mais dans la vie en général, si à chaque fois qu'on devait s'adresser à quelqu'un, on disait je trouve que c'est mon avis que je te donne, machin, ça voilà. irait quand même un peu mieux. Oui, oui, oui. Et, tu sais, il y a cette règle de communication, surtout communication non violente, surtout quand Mm. tu évoques un problème avec quelqu'un, c'est toujours dire je Oui, ressens oui. ce truc. Et non pas tu as fait ça, tu as fait ça. Voilà. Mais pour les critiques, c'est très important parce que euh, beaucoup de critiques sont des gens qui n'ont jamais rien fait. Donc, ils ne connaissent pas la difficulté des choses. Ils ne savent pas à quel point il est difficile de créer, à quel point c'est sujet à angoisse, à inquiétude, à problème, à manque de sommeil, à, à déjà tout ça c'est pas mal. Donc ils oublient ça et eux, alors ils sont tranquilles, ils vont au spectacle, au cinéma, etc. Ils voient un truc, ils disent ah bah c'est de la merde. Eh ben oui, mais ils ont oublié que les gens se sont investis et qu'ils n'ont pas le droit de dire comme ça, tout simplement, c'est de la merde. Ils n'ont pas le droit. Parce que s'ils l'avaient fait une ou deux fois dans leur vie, il y a ah, bon, respect quand même, respect. C'est fait, ça a été fait, il y a des gens qui ont travaillé. Et à partir de ce moment-là, on peut dire bon, ben, moi, pour telle et telle raison, c'est pas de Mm. mon goût, ou je trouve que ça nous emmène dans une direction qui n'est pas très. Mais comme tu le dis, moi je pense que, et non pas c'est comme si, c'est comme ça. Après, malheureusement, je pense qu'un titre d'une critique qui commence par un préambule comme ça et un titre ce film c'est de la merde,
Les gens vont plus cliquer sur ce film, c'est de la merde. Vraiment. Mais j'avais vu un truc, l'acteur américain Kevin Hart, qui a fait, je sais plus, 3 comédies en 2018 ou 2017. Et il s'est fait descendre par les critiques en disant que c'était la comédie le plus nulle que le mec avait jamais vue. Vraiment un truc de merde. Et ça a été la comédie la plus rentable de l'année aux États-Unis. Ouais. Et du coup, il avait découpé sa critique dans le journal. Il l'a collé sur une bouteille de vin à 15 000 $ et il l'a envoyé au mec. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, il y a une autre chose que je voudrais évoquer, c'est que l'ego est très en jeu dans la critique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est devant son écran, il aime le film. Il aime le film. Donc, le film le met en valeur de certaine manière. Je l'aime. Ouais. Donc, il va faire une critique dithyrambe. Et c'est une façon de dire, ah, vous savez, mais moi, je suis aussi bien que le film. Ah, Ouais. ce film. Oh, quelles belles idées, c'est aussi les miennes. Si le mec n'aime pas le film, lui, il va être très méchant parce qu'il va dire, ah, mais attendez, j'ai rien à voir avec cette merde. Ah, mais moi, je suis bien mieux que cette merde. Ah, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Ah, mais moi, je... Donc, c'est aussi pour ça que les critiques sont si partagées, c'est parce que les gens, ils s'identifient et ils veulent, c'est ça. après leur critique, ils veulent dire, je suis aussi bien qu'eux ou je suis beaucoup mieux que ça. C'est aussi ça qui se passe dans la critique. C'est de l'ego. Ouais, ils ramènent ça à leur truc, quoi. Ils se font mousser ou en négatif ou en positif. Mais après, c'est pas que dans le cinéma. Parce que je me rappelle, je sais plus si c'est Yannick Noah. Après, on aime ou on n'aime pas, mais au tennis, je me rappelle que il avait dit un jour, c'est peut-être pas lui qui a dit ça, je sais pas, je voudrais pas l'affirmer, mais et en gros, il a gagné Roland Garros et la une de l'équipe était quelle victoire incroyable, un Français gagne Roland Garros et il a perdu au premier tour de Wimbledon après, et c'est limite, c'était pas l'Africain a perdu au premier tour. Ah ouais, ça c'est encore autre chose. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que même j'ai déjà entendu beaucoup de sportifs dire si on gagne, on est le meilleur, mais le lendemain, on perd un petit truc machin, et on est tout de suite fla. Oui, c'est parce qu'il y a une espèce d'identification et c'est l'ego. Donc, il a gagné. Ah, c'est un peu moi qui ai gagné. Oui, j'ai supporté. Il a perdu. Ah, non, attends, moi, j'aurais pas perdu. Ouais, c'est ça. C'est de l'ego. Et puis, c'est des valeurs. C'est des valeurs qui ne sont pas tout à fait au point, quoi, parce que les gens s'identifient volontiers au succès, mais la défaite, ils ne veulent pas s'identifier. Or, dans leur vie, ils vivent beaucoup plus de défaites que de victoires. Mais une espèce de rejet, et en fait, c'est un manque de maturité, tout simplement. Mais bon, dans le cas d'un sportif ou d'un acteur, moi, en tant que critique, je pourrais être sévère si je sentais, de façon assez tangible quand même, le manque de travail. C'est-à-dire qu'un sportif, si je sens qu'il échoue parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il a trop fait la fête, parce qu'il a été un peu négligent, Bien sûr. Voilà, si je sens ça très fort, j'aurais envie de le dénoncer et de dire, ah, vraiment... Oui, mais encore une fois, peu importe ce qu'il a fait ou quoi, c'est toujours bien de dire j'estime, même si on met un mot fort derrière, j'estime que c'est de la merde, c'est toujours moins violent que de dire c'est de la merde, c'est une merde. Oui, c'est toujours. Ouais, mais ça, c'est des règles de communication que tu connais, tant mieux pour toi, mais qui ne sont pas encore passées dans la société. Mais c'est une règle de communication, c'est-à-dire, moi, je pense que, point à la ligne, c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est la vérité. C'est juste mon point de vue, et mon point de vue, je vois une petite partie de la réalité, toute petite. Et c'est pareil pour les films. Je vois une toute petite partie de la réalité. Et pareil pour les acteurs, parfois, en privé, je fais des critiques très dures, mais c'est quand je sens qu'il y a une manque de travail, quand on se moque du spectateur, ça m'énerve. Et ça arrive souvent. On voit des acteurs, tu vois que c'est un travail négligé, quoi. Il y a déjà une critique qui t'a blessé, où tu t'es dit, non, là c'est injuste. Écoute, d'abord, j'ai pas eu des milliers de critiques, j'en ai eu, hein. Tu veux dire, je parle de critiques que j'ai reçues moi, au théâtre ou de. Écoute,
Pour l'instant, moi, j'ai eu plutôt des bonnes critiques quand j'en ai eu. Mais je pense, que moi, quand je travaille, je mets toujours tout mon cœur, toute mon énergie, le meilleur de moi-même. Donc, si je recevais une critique très négative, oui, je pense que ça me blesserait. Et parfois, quand je vois une critique très négative sur un spectacle que j'ai beaucoup aimé, je trouve ça blessant. Ouais, je trouve que c'est vraiment blessant. Il faut vraiment faire attention. C'est un secteur d'activité où je pense que les gens sont beaucoup trop légers. Beaucoup trop légers. Ils ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est, du risque qu'on prend à montrer sa gueule et à concevoir un spectacle et y aller. Ouais, non, c'est Ça clair. mérite toujours un peu de respect. Oui. Et même pour le sportif, même s'il n'a pas assez bossé, etc., bah c'est lui qui perd, de toute façon. C'est lui qui, à la fin, part la queue entre les jambes, sort du terrain, tout triste. Non, après, moi, je dis pas qu'il faut que toutes les critiques soient bon, tant pis, il fera mieux demain, etc. Mais pour moi, à partir du moment où film absurde, film de merde, et ben, à partir de là, la critique ne mérite même pas d'être lue, entendue, quoi que ce soit, parce que c'est pas constructif. Il faut du respect, il faut un minimum de respect. Voilà. Ouais, Mais ouais. après, après, je connais pas le métier, mais je pense que ça doit être quand même assez dur. Parce qu'en réalité, le rôle de critique pour un film, c'est de donner un avis aux gens. Par exemple, si c'est un critique connu, ok, mais par exemple, quelqu'un qui va faire une critique et c'est signé Le Point, Le Monde, Le Parisien. Ah, ça, c'est vache. C'est super compliqué. Parce qu'ils sont censés donner un avis pour tout le monde. Et en réalité, ils donnent le leur, quoi. Exactement. Exactement. Donc, vraiment, c'est une activité qui est. Bon. C'est Il y a particulier. beaucoup Mais il en d'artistes. faut, hein. Il en faut, oui, oui, il en faut. Il en faut, mais mais bon, c'est quand même, je crois qu'ils sont un peu moins influents qu'avant, ces gens-là. Oui. Et Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a une information qui est beaucoup plus rapide. voilà. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens passent plus par le bouche à oreille qu'autre chose. Euh, et puis, je pense que autrefois, il y avait de grands critiques. Il y avait même des gens qui étaient célèbres par leurs critiques, qui étaient parfois même un peu vaches, hein, mais qui avaient une plume, qui avaient une culture extraordinaire. Euh, euh, bon, de nos jours, je dis pas que c'est des ratés, mais parfois tu te dis, bon, est-ce que c'est des vrais journalistes? Est-ce que c'est vraiment des gens de culture? Ou est-ce que c'est pas des gens qui suivent un courant? Ils disent, oh, bah, je vais faire ça, c'est pas mal, ben, un pigiste dans un journal ou un pigiste à la télé, je vais donner mon avis, ça me rapporte de l'argent, on voit ma gueule. Je crois pas que ce soit un immense métier. Après, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce site internet pour lequel on fait l'interview. C'est que je trouvais ça injuste et que je voulais faire un site, bon, du coup, que pour les films d'animation, mais pour avoir une critique constructive et positive. Parce Voilà. que moi, si j'aime pas un film d'animation, c'est entre guillemets, c'est ma vision des choses, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un message qui est important derrière ou qu'il va pas plaire à telle personne. À une autre catégorie de personnes, oui, tout à fait. Oui, le Et moi, fameux. pour Happy Feet, du coup, j'avais été estomaqué, on va dire, de la critique, mais j'avais halluciné, quoi. Et Ah, c'est pour ça, là, je suis sur l'article. Du coup, je suis absolument pas d'accord avec les critiques que j'ai pu lire pour certaines d'entre elles. On jugeait le film médiocre ou encore scénario bébête.
Et je pense que ces gens-là, ils l'ont vu comme un reflet d'eux-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, où ils sont frustrés, ou je sais pas, mais je trouve par moment que, mais comme dans la vie en général, par moment, on devrait un peu plus se dire, ok, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Et, Ouais, c'est et, ça. exactement. Et puis vraiment, et puis avoir un petit peu de jugeote, quoi, parce que l'histoire a montré qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre qui sont fait assassiner par la critique. Et puis finalement, c'est les trucs qui Bah, la restent. 7e compagnie, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Ah oui, 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 c'est possible. Ça, oui, Ah c'est non, possible. vraiment, hein. Assassiné. Et les gens n'avaient pas vu le côté populaire, le rassembleur. Après, par moment, sans parler de critique, il y a des films qui n'ont pas de succès, on va dire, qui survivent. Et 15-20 ans après, c'est un succès énorme. Ouais, ça devient culte. C'est marrant, hein. Ouais, ouais. Parfois, les choses sont en avance, Bah décalées. après, il y a des gens qui... Le fait que, par exemple, l'acteur meurt, bah, il y a un espèce de modèle qui se crée, un espèce pas de Genre, caricature, mais de modèle, quoi. ouais, oui, il y a une aura qui se dégage du film, qui fait, oui, la mort parfois fascine et ça donne au film un aspect, un reflet supplémentaire. Ça arrive aussi parfois, en effet. Et pour conclure, quelle est ta réplique de film préféré? Ou tes répliques, parce que c'est quand même très dur d'en choisir une. Ah, j'adore la fin d'À bout de souffle. Ouais. J'espère, il ne faut pas que je me trompe, je le revois. Mais il y a l'héroïne, ah mince, cette actrice américaine qui est morte tragiquement dans un coffre de voiture. Jane, mais mince alors. Bon, tant pis. Elle meurt dans le film. Belmondo est à son chevet et elle dit je suis vraiment une dégueulasse. Et Belmondo demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit t'es vraiment un dégueulasse. Et je crois que c'est vraiment la fin du film. J'avais trouvé ça très beau. Cette espèce d'incompréhension tragique au dernier moment comme ça. La communication qui ne se fait pas. De Belmondo, moi je pense que ma réplique préférée c'est le croissant, c'est pour mon ami. Le croissant, c'est pour mon ami. C'est dans quoi ça? C'est dans Le Professionnel. Ah, le professionnel. Il vient coller deux pour pif à un mec qui avait giflé sa femme la veille. Et il mange un croissant à chaque fois au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment il se retourne, il fait le croissant, c'est pour mon ami. Écoute, je suis désolé de ne pas pouvoir te répondre plus complètement. Je dois en avoir d'autres, mais c'est le genre de truc où quand on me pose des questions, je suis pas fort. Je Ouais, trouve pas la réponse. mais ça vient après. Et ça vient souvent après. Je te rappellerai, je ferai une petite liste, je vais les noter, puis je te rappellerai. Bah, moi, j'ai tellement, enfin, pas posé la question, mais par exemple, moi, des phrases de Jean Gabin, de Lino Ventura, ou même plus récent, des films drôles. J'ai par exemple un truc, c'est pas une réplique, mais c'est un truc que j'ai tout le temps dans la tête. Dans L'Emmerdeur, Brel, Ventura, j'ai souvent, souvent j'ai dans la tête Brel qui appelle Ventura. Et, Monsieur Milan, Monsieur Milan, Monsieur Milan. Je sais pas si tu te souviens de ça. Monsieur Milan, je l'ai dans la tête. Il est toujours là. C'est un film absolument extraordinaire. Ouais, non, je l'ai vu il y a beaucoup trop longtemps. Tu l'as Faudrait vu que je le re-regarde. c'est C'est un un film de... mec- Non, c'est pas un film de Claude Lelouch. Non, ça doit être de Molinaro ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'un tueur
qui est Oui, chargé oui, oui. Et il se retrouve avec un boulet, non? avec un gros boulet dans la chambre d'à côté et qui va l'emmener dans des aventures assez drôles. Non, mais après, moi, j'adore dans le film Les Compères avec Depardieu et Pierre Richard. Quand le fils lui avoue que c'est lui qui a cassé sa voiture et qu'il lui met une gifle, et l'autre lui dit mais t'es malade ou quoi? Il lui en remet une. Bon, maintenant on y va parce que sinon je vais me fâcher. Un coup de barre de fer. Mais vous êtes malade de le frapper, il a le bras cassé, vous êtes complètement malade. Ah, maintenant on rentre ou je vais me fâcher. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? À part un déconfinement qui se passe bien. Écoute, le déconfinement se passe bien. Écoute, moi, la dernière chose, moi, je suis relativement content de ma carrière, finalement. Mais moi, je suis un fou de cinéma. C'est pas pour rien que je voulais être réalisateur à la base. Un vrai fou de cinéma. Mais c'est-à-dire que il y a un cinéma qui va de Orson Welles à Spielberg, en passant par Antonioni, Fellini, Truffaut, Godard. Bon, j'aime le grand cinéma. Donc, je sais pas si c'est pour 2020, 21 ou 22, mais ouais, j'aimerais bien tourner avec un grand metteur en scène. Ce serait quelque chose d'extraordinaire, un grand metteur en scène véritablement. Je sais pas qui, j'ai quelques noms, mais qui sont pas à la hauteur de moi ce que j'ai aimé, de ce qui m'a fait euh, tellement rêver et fantasmer. Peut-être tourner avec les Ricains. J'ai la chance de parler l'anglais assez bien. Peut-être même parfois trop bien, parce que souvent les Américains, quand ils prennent des acteurs français, ils veulent des accents français. Mais j'aimerais tourner dans un film de très grande qualité avec une direction d'acteurs merveilleuse, au millimètre, avec sous l'œil d'un type qui voit encore plus loin que tout le monde, parce qu'au théâtre, les acteurs maîtrisent plus ou moins les choses, on répète 2 mois. Mais voilà, j'aimerais ou tourner avec un réalisateur qui manie magnifiquement, qui écrit magnifiquement bien et qui manie l'improvisation, genre Cassavetes, ou avec un réalisateur de cinéma qui fait répéter ses acteurs pendant un bon moment pour leur permettre après de lâcher les chevaux. Ben, j'aimerais un grand travail au cinéma avec beaucoup de sérieux, une belle écriture. Ce serait un grand rêve. Bon, bah, la prochaine fois, je verrai ton nom associé à un grand. Je t'appellerai. Merci. Écoute, je désespère pas. Je me dis que ça arrivera peut-être un jour. Je me dis que ça arrivera peut-être un jour. Je suis prêt en tout cas. Après, si c'est quelqu'un qui a un Clint Eastwood, va falloir se dépêcher un peu quand même. Parce Ouais. qu'à mon avis, il va pas en faire 10 de plus. Ouais. C'est quand même un monsieur d'un grand âge maintenant, mais c'est vrai, voilà, un directeur d'acteurs absolument extraordinaire. Quelques films qu'il a fait en tant que réalisateur qui sont un peu plus faibles, mais Là, le dernier que j'ai vu, c'est American Sniper. alors je l'ai pas encore vu celui-là, mais on m'en a dit le plus grand bien. Ouais. Grand directeur d'acteurs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Aux États-Unis, il n'y a pas de place à l'amateurisme. Oh, Par exemple, le dernier, enfin, le film de Clint Eastwood, il y a pas longtemps sur les Américains qui avaient empêché un attentat dans le train. Oui, en France. Ouais. Il a pris les vrais mecs. Ah. Et du coup, je trouve, sans manquer de respect quoi que ce soit, hein, mais je trouve que du coup, c'est amateur. Ça se voit que c'est. Un manque d'intensité, ouais. Ouais, surtout des situations comme celle-là, il faut y être. Hein. Et oui, un comédien amateur, il va avoir du mal. Bah ouais, Parce qu'il y a des gens où c'est inné. Non. Il y a un travail, non? Non, c'est pas inné. Je t'assure que c'est pas inné. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, mais il faut qu'il y ait un grand réalisateur derrière. Vraiment grand réalisateur. Parce que, par exemple,
bon, moi, pour moi, les deux plus grands acteurs, c'est Tom Hanks et Denzel Washington. Ouais, bah alors, de bosseurs, mais de folie. Beaucoup de théâtre, beaucoup de... Et tu penses que c'est pas inné? Non, vraiment pas. Putain, à tout moment, je peux devenir Denzel Washington. En tant que comédien, tu as plus ou moins de facilité. Il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à se métamorphoser, à se mettre dans la peau, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, du personnage. Mais il n'y a que le travail qui paye. Mais c'est drôle parce qu'on parlait de la voix. Et je trouve que là où Denzel Washington est très fort, c'est dans l'attitude qu'il met dans les têtes qu'il fait. Il réfléchit tout le temps, il secoue un peu sa tête. Ok. Oh, you motherfuckers. Okay. All right. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, because I'm going to burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me. Et bon, il a une voix bien sûr atypique, mais il a un jeu d'acteur sans parler. Oui, qui est très impressionnant. C'est vrai. Ouais. Très grande présence. Oui, si tu veux, la qualité d'âme de la personne, ce qu'on appelle la présence, ça c'est assez inné, mais ça se travaille. Enfin, ça se travaille dans le sens où il ne faut pas la perdre. Denzel Washington, évidemment je ne le connais pas, mais on sent qu'il y a une qualité d'âme, quoi. C'est pas un mec qui sait, alors le succès est arrivé, c'est moi, vas-y, je suis beau, je vais faire telle attitude. Non, c'est un mec qui s'oublie devant la caméra. Il s'oublie. Bon alors, si tu veux, moi bon après c'est personnel, il y a peut-être des gens qui vont me dire, mais tu rigoles, Johnny Depp il est au-dessus de Denzel Washington, mais Tom Hanks, je pense que Tom Hanks met tout le monde d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Johnny Depp va être un cran en dessous de Tom Hanks? C'est peut-être moins un bosseur, je sais pas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, bon, puisque Johnny Depp, on entend tout et n'importe quoi, c'est un alcoolo, tout ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui bossent autant que Tom Hanks, mais qui pourtant n'ont pas ce truc-là. Après, c'est peut-être les films, parce que par exemple, je pense que Tom Hanks dans Forrest Gump. T'as pas tort, mais après c'est une question d'intelligence, c'est après une question de chance, d'intelligence, de choisir les bons scénarios. Tom Hanks, on voit vraiment que c'est un comédien, l'investissement est total. Johnny Depp, c'est un très bon comédien, c'est une belle gueule, mais il s'oublie peut-être pas devant la caméra, comme tu disais. Je trouve qu'il s'oublie moins, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais de toute façon, ça, parce que moi je te coupe, mais tu le remarques, je sais pas, moi j'aime beaucoup regarder, pour travailler mon anglais, je regardais beaucoup de talk shows américains. Ouais. Et je trouve, alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais je trouve que par exemple, Tom Hanks, Denzel Washington et les plus grands, eh bien, ils sont un peu des personnages de leur film quand ils sont là. On les reconnaît. Alors que ils sont même un peu timides. Alors que par exemple, Johnny Depp, c'est vraiment. Il est plus égotique. Ouais. Ouais, il est très content, il a un côté très, 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 pas hautain parce que c'est péjoratif, mais il a un côté très, très joueur. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, moi, je pense, je me trompe peut-être, mais je trouve que les meilleurs comédiens, ce sont des gens qui sont comédiens devant la caméra et sur scène, et pas dans la vie. Je veux dire, et il y a vraiment une grande différence. Je pense que les plus grands comédiens sont des gens timides, et s'ils se respectent, en général, ils restent timides.
dans la vie de tous les jours, même en interview. Mais il y a toute une classe d'acteurs, et en France, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'il faut faire le show en permanence, il faut être comédien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis une fois qu'on les retrouve sur scène, tu fais ouais, bah oui, bon, c'est comme dans la vie, c'est pas terrible. Hein, ouais, c'est pas mal, ça tient la route. Par moment, j'ai l'impression que par exemple, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à Benoît Poelvoorde. Ouais. Et j'ai l'impression que Benoît Poelvoorde, il a ce côté complètement maso pour se protéger. Je vous jure que je les ramasse. Hein, Ouais. pas où sont les camarades, je le jure. C'est possible. Je crois qu'il est de nature un peu dingue. Il n'y a rien de plus ridicule que de regarder ton chien chier. Il était là, sûr. et lui, il est un peu gêné. Quand on dit tête de chien qui chie, il est là, tu te dis bon, je te regarde pas, vas-y, on est super copains, vas-y. T'as son physique qui sort comme un petit rouge à lèvres, comme ça, il est là. Il chie. Et alors c'est un autre exemple, lui. C'est encore un autre exemple parce qu'il fait quand même pas mal le show. Mais je crois qu'il a ce naturel-là. Je pense que chez lui, il a un côté un peu dingue, il aime bien tout le temps déconner. Il fait pas ça pour les caméras. Et moi, je trouve que c'est un très bon comédien. Des fois, il est un peu moins bien, bien sûr. Puis ça dépend de. C'est aussi parfois parce que le rôle ne colle pas. Aussi. C'est toujours les très grands comédiens américains. Je veux dire, de toute façon, tu sais, un grand comédien, c'est d'abord un grand rôle. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Tu mets De Niro dans Plus belle la vie, il sera à chier comme tout le monde. Un peu mieux parce que non, un peu mieux parce que c'est De Niro et voilà. Si on met De Niro pas connu dans Plus belle la vie, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Ouais, bon, puis peut-être parce que d'abord il le fera jamais, mais en imaginant que pour sauver la vie de sa fille, il tourne dans Plus belle la vie, lui il va bosser comme un malade. Et puis il va dire non, vous ne me donnez pas le texte la veille, messieurs, dames. Parce que ça aussi, dans ce genre de truc, on donne au comédien le texte la veille. Comment veux-tu qu'il soit bien? C'est pas possible. C'est pas possible. Un comédien, c'est quelqu'un qui a intégré un texte. Et dans la plupart des productions françaises, tu as les textes la veille, 15 jours avant. Les rôles sont distribués 15 jours avant. C'est-à-dire, vous êtes libre dans 15 jours pour jouer dans tel film? Ben non, j'ai du travail. Ah bon, tant pis. Ben, on va prendre l'acteur libre. Ah oui, vous voulez des acteurs qui ne travaillent pas. Super. Ouais, mais en fait, c'est. Par exemple, Joaquin Phoenix dans le Joker. Ouais. Ça doit quand même être super dur après de sortir de son personnage, quoi. Ça, c'est une question d'humour. C'est une question d'abord du personnage. Si tu le fais de façon si tu le fais vraiment acteur studio, comme certains acteurs, ils ont du mal à sortir de leur personnage, je pense que je ne sais pas comment il est dans la vie, ce Joaquin Phoenix, mais Non, mais là, c'est pour le rôle, mais après, moi, je dis toujours que. Enfin, pour les gens qui jouent les méchants, je dis toujours que le rôle est super bien joué si ce mec-là, tu serais pas capable de le faire dormir chez toi. Cet acteur-là, tellement il te fait peur. à l'écran, ouais. Oui, Par oui. exemple, T-Bag dans Prison Break, ouais, si j'avais de l'acteur dans chez moi, ça fait la vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais tout Mais ça, alors, faut pas oublier c'est paradoxal parce que par exemple, Denzel Washington, il joue des méchants, parfois. mais c'est Denzel Washington, donc on se dit putain. Oui, puis il y a une espèce de bonté d'âme qui ressort néanmoins. Ouais. Mais écoute, il faut jamais oublier que en français c'est très net puisque ça s'appelle jouer. C'est un jeu. Il faut respecter les règles. On peut être complètement investi dans un personnage. Il va forcément un peu déteindre sur nous parce qu'il révèle des facettes. Il va chercher des trucs. On va chercher des choses. On est tous tellement multiples. Hein. Je sais plus, il y avait un proverbe, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, mais un homme naît multiple. Il est une multiplicité d'hommes, mais il meurt un seul homme. On va découvrir des choses sur soi-même. Mais
il faut toujours que ça reste un jeu, il y a toujours une distance qui doit se mettre, et il n'est pas sain d'éliminer cette distance. Vraiment, vraiment pas sain, et ça fait perdre la tête. Après, il y a une question de zone de confort. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus dans ce rôle-là, donc on repioche dans ce rôle-là, alors que c'est plus ce rôle-là. Par exemple, moi, pour avoir vu beaucoup de films avec Christian Clavier avant Les Visiteurs, il y a quelque chose qui s'est fait, et aujourd'hui, peu importe le film que je vais regarder avec Christian Clavier, par moment, je me dis, putain, c'est Jacouille. On a un port dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça. Il le joue pareil. Ah ouais. Oui, bah ça arrive aussi ça arrive à des acteurs, par exemple dans Friends, qui est quand même une série mythique, quand même extraordinaire. Moi, je la regarde tout le temps et je suis toujours mort de rire. C'est quand même très drôle. Pas tous, hein, mais pour la plupart, ils sont enfermés dans un type de jeu et ils ne sont jamais arrivés à en sortir. Jamais. Généralement, dans les séries très connues aux États-Unis, les mecs ou les nanas ne font rien derrière. Je trouve, hein, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Parce que Desperate Housewives, bon, il y a Eva Longoria qui fait quand même pas mal de choses, elle est productrice, etc. Mais les autres, j'en ai vraiment pas revu beaucoup. Écoute, c'est très. Friends, Friends un peu, parce que Jennifer Aniston, mais Prison Break, 24 heures chrono. Bon, il est devenu chanteur maintenant, mais. Bah après, je crois qu'ils sont très très bien payés, donc peut-être qu'au bout d'un moment. Mais tu sais, c'est un piège, parce que quand tu es. Là, c'est un tel succès. Quand tu es 10 ans, 15 ans, un personnage, et que en plus il y a des rediffs, les gens se sont habitués à te voir comme ça, et parfois ils vont refuser de te voir autrement. Alors, si l'acteur est très fort et qu'il est très exigeant avec lui-même, il va y arriver. Il y a par exemple, là, j'ai doublé dans une série qui va sortir qui s'appelle Hollywood. Et il y a là-dedans, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de te le dire ça? Parce qu'on est tenu par des confidentialités. Enfin, il y a là-dedans un acteur qui est dans une série très célèbre, donc j'adore, je ne vais pas te dire qui. Très célèbre, très drôle, qui a un personnage très, très, très marqué, et qui là fait quelque chose qui est complètement à l'inverse. Tu as eu aussi, ça je peux en parler. C'est pareil pour la voix? Est-ce que c'est le même comédien qui le double? Non, est-ce que... La voix bouge. Est-ce qu'on t'enferme? Est-ce qu'on a, par moment, par exemple, après les choses les plus populaires que tu as faites, ouais. on t'a essayé de t'enfermer dans par exemple, Mike Delfino, on a essayé de t'enfermer dans ce genre de truc. M'enfermer, je sais pas, mais je sais que moi, il y a eu pendant des années, j'ai commencé à faire les beaux gosses. Ça a commencé dans Nip Tuck où je faisais Julian McMahon, que je refais d'ailleurs en ce moment. Oui, j'ai eu pendant des années, on me donnait presque que les beaux gosses. C'est mieux que les moches. Oui, mais ou alors, ouais, enfin bon, beaucoup. Et là, depuis quelques temps, ça se dessert. On commence à me donner des dessins animés, des marionnettes, des. Après, t'as joué un gros méchant dans La Légende de Zorro. Ah oui, La Légende de Zorro. Oui, on me l'a pas souvent ordonné celui-là, mais je m'étais régalé. Moi, j'adore faire les méchants. De temps en temps, quand même. Là, je t'aurais pas invité chez moi. Ah, chouette. Armand, je m'en rappelle très bien. Oui, tout à fait. Moi, je m'étais beaucoup amusé à faire ça. Et c'est toujours plus drôle en règle générale de jouer des méchants. C'est un régal. Et quand on est petit, on préfère faire le voleur que le policier. Hein. Voilà, les méchants, les imbéciles, les tortues. Alors les imbéciles, je trouve que du coup, je me prétends pas du tout comédien, jamais de la vie, mais j'ai essayé de faire des castings, etc. Et jouer l'imbécile, c'est super dur. Hein. C'est pas le plus facile, en effet. C'est pour ça, quand un acteur joue un autiste et on se pose la question, on a regardé sur Wikipédia s'il est vraiment autiste, c'est que le travail est vraiment bien fait. Eh oui, c'est du beau boulot. Mais bon, c'est beaucoup de travail, c'est toujours beaucoup de travail. C'est pour ça que, pour terminer, mais pour finir de répondre à ta question, quand tu dis, évidemment, le don, ça compte, la présence compte, mais s'il n'y a pas de travail,
il n'y a pas de résultat. Et les acteurs que tu estimes et que tu admires, crois-moi, ce sont des gens qui bossent comme des malades. Même quand ils font un film super commercial, Denzel Washington, là, il vient de sortir le numéro 2 d'un truc où il est un ancien tueur. Et voilà. Je l'ai vu là-dedans, le premier est très bien fait, il bosse, c'est un énorme travail, tout est au millimètre, il est coaché, et ça bosse. Et quand il arrive sur le plateau, là, il lâche les chevaux. Donc, il y a en plus l'inspiration qui va arriver, mais il y a un travail derrière qui fait que tu as cette présence, il n'y a rien qui bouge, tout est calibré, il est le personnage. Mais ça, tu ne peux le faire qu'en travaillant. Tu ne le fais pas à l'instinct. Et c'est le défaut des films français, c'est qu'on croit qu'en France, ah oui, on va prendre un acteur amateur, ah oui, ah, il est le personnage. Ouais, bon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant. Je trouve qu'il y a très peu d'acteurs. En fait, je trouve par exemple Jean Gabin avait quelque chose, Lino Ventura avait quelque chose de plus. Et pourtant, je déteste quand on dit que c'était mieux avant que machin, mais par exemple, j'étais un grand fan de Jean Dujardin et aujourd'hui, franchement, il me fait chier. Il n'y a pas un film où je me dis putain, yes, quoi. Et malheureusement, il n'y a aucun acteur en France. Putain, il faudrait vraiment qu'on soit plus patriote que les Américains, mais il n'y a pas un acteur qui. Parce qu'il n'y a pas assez d'exigence. Il n'y a pas assez d'exigence. Ouais. Il y a trop le côté oh Coco, c'est génial ce que tu as fait. Ah non, cette prise elle est formidable. Hein. Il y a trop de respect, il n'y a pas assez de travail. Il y a politiquement correct. Voilà, il y a une mentalité en France. On se colle pas au travail. Bordel de merde. On bosse et on fait pas de cadeaux. Et c'est pas parce que c'est Jean Dujardin et qu'il a du talent et qu'on va lui dire ah t'es génial, etc. Ouais, ouais. Non, on bosse. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est normal. En fait, c'est pas d'acteurs dont on manque, c'est de réalisateurs un peu américains. Enfin, pas américains, mais. Même au niveau des producteurs, moi écoute, j'ai beaucoup écrit, je suis un fou de cinéma, donc j'ai essayé de monter des films. Tu discutes avec les producteurs, mais ils sont redoutables. Ils sont redoutables. D'abord, ils sont super politiquement corrects. C'est-à-dire qu'une semaine, la première semaine, ils disent « Ah, non, j'adore ce truc-là ». La semaine d'après, ils te demandent de l'enlever parce que c'est un peu choquant quand même. Ah, il faut que mon film soit acheté par France 2 à 20h30. Alors, il ne faut pas que tu aies des trucs comme machin. Et puis, alors moi, j'avais vu tel comédien pour jouer le rôle. Ah, je ne le connais pas. Ah, mais j'avais pensé à Dujardin. Mais ce n'est pas le personnage. Ce n'est pas Dujardin. Ouais. On m'a fait le coup, on me propose, je lui dis, je voudrais être tel comédien, je l'ai écrit pour lui. Ah, je ne le connais pas. Je pensais à Daniel Auteuil. Mais non, je ne veux pas de Daniel Auteuil. On l'a jamais fait, le film. Il n'aurait pas été bien. Et moi, je gagne ma vie en tant que comédien. Je n'ai pas besoin de me déculotter en tant que scénariste. Et je fais, non, Daniel Auteuil, mais rien à voir, bordel. Ah oui, mais il est able. Mais il n'a rien à voir avec le personnage. Ouais, alors, mais en fait, les gens veulent faire quelque chose de commercial, quoi. Ils veulent pas que le film soit transcendant. Voilà, et puis, si tu veux, il y a toujours ce truc, dans une production qui est digne de ce nom. Moi, j'avais entendu un exemple relativement célèbre sur un film où le metteur en scène dit, bon, moi, je voudrais que ce soit ce jeune comédien que je viens de voir au théâtre, là, il est formidable, je ne peux pas te dire qui, mais enfin bon, l'exemple est assez. Et le producteur a dit bon, très bien, mais je veux quand même voir DiCaprio, Damon et tout ça. Et il a fait passer l'audition à tout le monde. Les infiltrés? Non, mais. Enfin bon, bref. Mais il a pris le jeune comédien qui venait du théâtre parce que il a compris, le producteur, il a compris que le désir du metteur en scène, c'est ça qui prime, le désir. C'est lui, mon personnage. C'est lui que je vais aimer en le filmant. C'est lui que je vais éclairer le mieux possible. Ouais. Si tu coupes le désir et que tu dis non, je t'impose un bankable. Bon, il est bien le bankable, mais tu n'as plus le désir. Et le désir, il se voit dans la caméra. Ça se voit. On est dans un métier de désir. Et voilà, dans un pays comme la France, on coupe le désir. Ah non, mais j'ai un copain qui va bien jouer le rôle. Ah, mais j'ai un pote. Ils sont bons, ils sont qualifiés, j'ai envie de travailler avec eux. Non. Puis à la sortie, ouais, ça fait un film.
juste un film. Et t'as pas cette touche, cette magie, désir de la qualité des trucs et de toujours vouloir plus. Ce sont vraiment des métiers d'exigence et on ne peut pas passer à côté. Exigeant, faut être dur, faut bosser. C'est pas de l'improvisation, c'est pas de l'amateurisme, c'est pas. Le problème, c'est qu'en France, on veut des génies qui font du politiquement correct et quelque part, je trouve que dans le génie, il y a de la folie. Et je trouve que par moment, on veut pas de cette folie. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Bon, en écoute, tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment super chouette. Et puis, je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci. Toi aussi. Et puis on se retrouve un de ces 4. Ça marche, avec grand plaisir. Jimbo, viens à la lumière.